Alexandre Meyer. Bonjour à tous et bienvenue dans le débat du soir. Selon l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, le tabac tue près de 6 millions de personnes par an. Et si aucune action n'est entreprise rapidement, ce sera 8 millions à l'horizon 2030. Face à cela, un véritable phénomène de société, la cigarette électronique, se voit accorder par de nombreux spécialistes une place de choix parmi les substituts nicotiniques permettant de contrer l'addiction au tabac. Mais vapoter est-il vraiment inoffensif ? Quels sont les risques de la vape au quotidien ? Que contiennent vraiment les liquides vaporisés par ces curieux calumets à pile ? 60 minutes pour y répondre dans le débat du soir. De nombreuses questions que je vais poser à mes invités pendant une heure. Et vous aussi, au 01 56 56 44 00. Si vous souhaitez participer à cette émission, posez vos questions à mes invités. Réagir aussi en direct à l'antenne, n'hésitez pas. Un seul numéro. Foncez le composé, Juliette attend vos appels au standard. Qui sont les acteurs de ce marché florissant qui touche aujourd'hui près de 2 millions de Français ? Eh bien, je vais demander à mes invités d'y répondre. Gérard Materne, qui sera avec nous par téléphone, pneumologue et tabacologue. Jacques Lewezek, consultant en santé publique et en dépendance tabagique. Et Brice Lepoutre, qui est avec moi autour de ce plateau, président de l'association EDUS, l'association indépendante des utilisateurs de cigarettes électroniques. Bonjour Brice Lepoutre. Bonsoir. Alors, les risques de la vape au quotidien, quels sont-ils ? On va commencer de plein pied par cette question. Les risques aujourd'hui de la vape, on a déjà beaucoup de recul. Il y a énormément d'études qui ont été faites sur le sujet et j'aime reprendre une phrase de Bertrand Dutzenberg au sujet des études d'aujourd'hui quand il dit qu'aujourd'hui, vaper pendant 1 an est moins dangereux que de fumer du tabac pendant une journée. Qui est-il, Bertrand Dutzenberg ? Bertrand Dutzenberg est un pneumologue, médecin reconnu dans la lutte contre le tabac et qui s'est subitement intéressé à la cigarette électronique. Il était ouvertement contre au début de la cigarette électronique. On combattait régulièrement contre lui et puis il a étudié le sujet et c'est devenu un sujet qui l'a passionné. Il l'a étudié énormément. Et aujourd'hui, il est également président de la commission AFNOR pour établir une norme sur la cigarette électronique. Et président de l'Office français de prévention du tabagisme. 1 an de vapotage est moins dangereux qu'1 jour de tabac. Êtes-vous d'accord avec ça, Gérard Materne ? Bonsoir. Oui, bonsoir, oui, tout à fait. Tout à fait, parce que les différentes études, comme vient de le souligner Brice Lepoutre, aujourd'hui, que l'on trouve dans la littérature, démontrent bien que il y a une concentration de produits dits toxiques extrêmement faible, d'ailleurs pas plus que lorsque l'on respire un air dans lequel, une pièce dans laquelle se trouvent des meubles avec les cols et tous les produits que l'on trouve quotidiennement, on n'a pas plus on n'inhale pas plus de produits toxiques que dans ces conditions-là. Alors toutefois, il faut bien parler des liquides qui composent ces petites cartouches, ces atomiseurs, cartomiseurs, etc., qui viennent s'ajouter à une résistance et une batterie. La résistance fait chauffer ces liquides, les vaporise et on les aspire. Le plus souvent, on y retrouve du propylène glycol, de la glycérine végétale et puis un dosage plus ou moins élevé de nicotine. Gérard Materne, chacun de ces produits pris séparément est-il nocif ? Et enfin, ensemble et vaporisés, quels peuvent être leurs dangers sur la santé ? Alors vous posez un ensemble de questions relativement complexes, mais sur lesquelles je vais pouvoir vous répondre rapidement. Il ne faut plus entendre nulle part qu'on ne sait pas ce qu'il y a dedans. On sait parfaitement ce qu'il y a dedans lorsque ces produits sont fabriqués par des gens, des gens reconnus. Eh bien, d'abord du propylène glycol, qui est un produit qui sert à vaporiser. Vous savez, lorsque vous avez un spectacle et qu'on fait de la fumée, entre guillemets, c'est de la vapeur produite par propylène glycol. Lorsque chez votre pharmacien ou chez votre kinésithérapeute, on vous vaporise des huiles essentielles, c'est du propylène glycol. Ce produit qui, certes, dans un certain nombre d'activités sert de dégivrant, on l'utilise aussi en agroalimentaire, on l'utilise aussi en pharmacie pour disperser des médicaments dans certains dispositifs, pour lutter contre l'asthme par exemple. Ça permet de transporter des principes actifs dans les bronches, de transporter des médicaments dans les bronches. Propylène glycol, glycérine végétale, oui. Glycérol, c'est un produit qu'on utilise aussi pour faciliter cette vaporisation, et la proportion entre le propylène et le glycérol peut varier, on pourra en parler après. Oui. Ensuite, on a des arômes alimentaires. C'est là-dessus qu'on aurait un peu plus de questions, quoique les fabricants sont de plus en plus précis, de plus en plus à la recherche des effets secondaires éventuels de ces produits, qui sont à des doses extrêmement faibles, mais qui donnent un arôme
et on en a à peu près 1 millier ou 1500 d'arômes qui existent dans la nature. Ce sont des produits alimentaires, le plus souvent. Alors bien sûr, d'habitude on les avale et on ne les inhale pas. Alors, c'est un faux problème parce que en aromathérapie, par exemple, lorsque on vous dispense des huiles essentielles, eh bien, c'est exactement le même dispositif. Ensuite, il peut y avoir 2% d'alcool ou moins. Ça, c'est un petit problème qu'on peut lever, c'est pas grave. Et enfin, de la nicotine, évidemment et heureusement. Parce que cette nicotine va nous permettre de compenser la demande du cerveau en nicotine lorsqu'on est accro à ce produit-là. Et la concentration de nicotine est variable selon le degré de dépendance que l'on a. Et pour ajouter à ce que dit Gérard, la nicotine est également importante pour créer ce qu'on appelle le hit, c'est-à-dire la sensation de cassage dans la gorge. Quand le fumeur de tabac inhale la fumée, il a une sensation de compression de la gorge. C'est la nicotine qui le produit. Et aujourd'hui, quand on vape de la nicotine dans une cigarette électronique, la gorge est contractée de la même manière et ça a permis d'ailleurs de faire de nombreuses découvertes là-dessus. C'est qu'on pensait qu'on était seulement accro à la nicotine, d'où les patchs, les gommes, etc. Et on s'est aperçu que le fumeur de tabac était également dépendant et surtout dépendant à la sensation que lui procurait la nicotine. Absolument. À cette sensation de cassage de gorge qu'il apprécie tant, qui lui procure ce plaisir. Et de satisfaction qui est certainement plus rapide avec un vaporisateur, c'est-à-dire une nicotine qui passe à travers les bronches via le cœur jusqu'au cerveau, de la même manière qu'avec une cigarette, et ce n'est pas le cas des substituts nicotiniques habituels comme les gommes ou les patchs. Je parle sous votre contrôle, Gérard Materne. Oui, c'est un peu raccourci, mais c'est ça. Alors, pour revenir sur le HIT, dont parlait Brice Lepou tout à l'heure, c'est un élément très très important que nous, tabacologues, ne connaissions pas. Et là, ce sont les vapoteurs qui nous ont appris ça. Vous voyez que les médecins peuvent aussi apprendre de leurs patients, et heureusement d'ailleurs, c'est rassurant. Mais cette notion de HIT, de contraction de la gorge, que les Anglais appellent le HIT, on ne l'avait pas assez mesuré. Et c'est un point extrêmement important dans le passage de la cigarette tabac à la cigarette électronique. Ce point est très important. Et la plupart des patients nous disent bien que lorsqu'ils ont retrouvé cette impression, et lorsque la concentration en nicotine est bonne, eh bien à ce moment-là, on peut passer complètement du tabac à la cigarette électronique, en abandonnant totalement ce que les vapoteurs appellent la tueuse, c'est-à-dire la cigarette qui, comme vous l'avez dit tout à l'heure, tue quand même pas loin de 73 000 Français par an. Allez, je vais présenter mon troisième invité parce que je l'ai laissé trop longtemps patienter au téléphone. Il s'agit de Jacques Lewezek. Il est consultant en santé publique et en dépendance tabagique, membre de l'équipe de recherche d'addictologie de l'unité INSERM et professeur honoraire à l'United Kingdom Center for Tobacco Control Studies de l'université de Nottingham. Bonsoir Jacques Lewezek, merci d'être avec nous. Quelle est l'innocuité à long terme des cigarettes électroniques ? Est-ce qu'on la connaît ? Bonsoir. L'innocuité à long terme, on ne la connaîtra que dans 10, 20 ou 30 ans. Ça, c'est quelque chose de certain et on ne peut rien faire avant d'accumuler ces données-là. Par contre, on sait très bien que, comme l'a dit Gérard Materne, ce qu'il y a dans les émissions de vapeur d'e-cigarette ne représente pas une toxicité très grande et considérablement moins grande, bien évidemment, que la fumée de tabac. Il n'y a rien de pire que d'inhaler une fumée, quelle qu'elle soit. Oui. Tout végétal qui est brûlé produit des goudrons, du monoxyde de carbone, exactement la même chose. Et l'inhalation de nicotine à long terme, l'utilisation de nicotine à long terme ne pose pas de problème sérieux de santé. La nicotine n'est pas le problème dans le tabagisme. La nicotine est plutôt, comme l'a dit Gérard, une solution pour le fumeur, parce qu'il a besoin d'avoir une dose suffisante de nicotine. Oui. Les effets de la nicotine à long terme sont quasi négligeables. Pourtant, la nicotine, j'aimerais qu'on termine sur la nicotine et puis on réabordera de nombreuses données par ailleurs. Pendant 60 minutes, on va vous parler de la cigarette électronique, on parlera des vapoteurs ou des vapeurs, ceux qui s'y adonnent, ils sont près de 2 millions de Français, d'un marché aussi. On parle de la fin d'un Eldorado pour les vendeurs, c'était un business à la mode et semblerait-il il se ralentit. On parlera de la pression des lobbies du tabac, des grandes manufactures de cigarettes, avec mes invités, Gérard Materne, dont je rappelle le titre de l'ouvrage dont il est co-auteur, La vérité sur la cigarette électronique, ainsi que Brice Lepoutre, président de l'association des utilisateurs de cigarettes électroniques, l'EDUS, et Jacques Lewezek, consultant en santé publique et en dépendance tabagique.
Brice Lepoutre. Non, juste pour conclure sur la nicotine, Allons-y. il faut arrêter de diaboliser la nicotine. On entend partout dans les médias la nicotine. La nicotine, comme disait Jacques Le Ouézec, ce n'est pas ce qui tue dans le tabac. La nicotine apporte juste le plaisir et le problème. La satisfaction du cerveau, plutôt. La satisfaction, tout à fait, du cerveau. Et le problème qu'il peut y avoir pour des gens qui veulent se mettre au vapotage et le risque de rechute rapide parce qu'on leur fait tellement peur avec la nicotine qu'il faut vite qu'ils baissent le taux de nicotine. Il faut arriver en un mois à 0 nicotine. Là, on parle du nombre de milligrammes de nicotine dans les liquides. Dans les liquides, tout à fait. Il n'y a pas d'urgence à baisser le taux de nicotine. La nicotine, c'est pas elle qui est dangereuse pour la santé. Donc l'important, c'est de ne pas retomber dans le tabac. Il faut que les gens diminuent à leur rythme et surtout pas qu'ils se mettent la pression parce que la nicotine est un fantasme de danger. Gérard Materne, vous êtes d'accord avec ça? Pourtant, la nicotine, et je crois que c'est marqué sur les petites fioles de ces liquides, n'est pas forcément recommandée pour les vapoteurs qui auraient une condition cardiaque particulière. Non, pas du tout. Ça, c'est un fantasme dont parlait Brice tout à l'heure avec justesse. C'est-à-dire que la nicotine, il y a des gens qui mangent la nicotine avec des comprimés, par leurs comprimés pendant des années, et nous n'avons rien à redire, puisque notre ennemi, c'est la fumée de tabac. La nicotine là-dedans n'intervient que comme le support qui va nous rendre accro. C'est tout. La nicotine ne tue pas aux doses où on l'absorbe habituellement, avec tous les moyens que l'on a aujourd'hui, la cigarette, les substituts, etc. La nicotine n'est pas toxique. Elle n'est pas toxique pour le cerveau. Elle n'est pas toxique pour les organes, et elle peut être toxique lorsqu'elle est prise par la cigarette, parce qu'elle entre dans le cerveau très rapidement, en 8 secondes, avec la cigarette, et là, elle peut créer des petits inconvénients au niveau vasculaire, mais uniquement lorsqu'il y a des pics. Alors qu'avec la cigarette électronique, il n'y a pas de pic. Avec les substituts nicotiniques, il n'y a pas de pic. Donc la nicotine prise avec d'autres choses que la cigarette elle-même n'est absolument pas dangereuse. Et nous, on donne des substituts nicotiniques, par exemple, à des gens qui viennent de faire un infarctus, ils sont en réanimation, donc ils sont dans un état extrêmement précaire au niveau cardiaque. On donne des substituts parce qu'ils ont tellement envie de fumer, ces gens-là, qui feraient n'importe quoi pour prendre une cigarette, qui dans ce cas-là pourrait être dangereuse. Mais on leur donne des substituts en réanimation. Et si ça vaut la moindre once de dangerosité, vous pensez bien qu'on ne leur en donnerait pas. Jacques Le Ouézec, est-ce que la nicotine, puisqu'on va continuer à combattre les idées reçues, est-ce qu'elle permet d'améliorer la concentration, la mémoire? Est-ce qu'elle permet la libération d'adrénaline, par exemple? La nicotine, oui, permet d'augmenter les performances intellectuelles, ne serait-ce que par le fait qu'elle procure du plaisir et que quand on a du plaisir, on fonctionne mieux que quand on est déprimé. Par ailleurs, elle agit sur énormément de parties du cerveau et elle interagit avec toute la neurotransmission, toute la chimie du cerveau. Et c'est un facteur très important. Et d'ailleurs, la nicotine pourrait avoir des effets bénéfiques dans certaines maladies neurodégénératives comme le Parkinson par exemple. Et il y a malheureusement pas suffisamment d'études, mais il y a quelques pistes qui vont dans ce sens-là. Je regrette qu'il n'en ait pas plus d'ailleurs. Je voudrais juste revenir sur le point de la toxicité, parce que le point de la toxicité, il est constamment surévalué, parce que depuis à peu près 150 ans, on se base sur une donnée qui a été publiée dans des vieux grimoires allemands de médecine, qui a déterminé que la dose létale de nicotine était entre 30 et 60 mg de nicotine. Or, un toxicologue autrichien l'an dernier a fait une publication qui a remis les pendules à l'heure et qui a clairement montré que la dose létale est probablement au moins 20 fois supérieure. Et donc il faut, comme disait Brice Lepoutre tout à l'heure, il faut dédiaboliser la nicotine, parce que la nicotine n'est pas si dangereuse que ça. Et pour revenir sur les précautions qu'il y a marquées sur les fioles de liquide et la tête de mort, c'est justement une mauvaise interprétation de ces liquides. Il faut savoir qu'en France, les liquides sont dosés au maximum à 20 mg par millilitre, ce qui représente une dilution à 2%. Donc c'est vraiment une concentration très faible. Il n'y a donc aucun danger, même si on se répand quelques gouttes de liquide sur les doigts. C'est plutôt désagréable parce que c'est le mélange propylène glycol et glycérol est
un peu visqueux, donc Oui. il suffit de se laver les mains Oui. et c'est tout. Donc Mais- il faut vraiment arrêter de Pas de diaboliser risque, la nicotine. pas de risque donc de surdosage. Toutefois, Brice Lepoutre, il faut bien Non, connaître en plus, que... alors, Oui, si je peux rajouter Jacques quelque Loisec, chose je vous en sur le prie, oui. surdosage, il n'y a aucun risque de surdosage chez un fumeur ou chez un vapoteur. Un fumeur sait exactement comment doser sa nicotine et il modifie sa façon de fumer pour avoir la dose dont il a besoin. Dès qu'il fume un peu trop, ça arrive quelquefois pour un fumeur en soirée, oui. il commence à avoir des nausées, mal au crâne, et il arrête, il suspend sa consommation. Le vapoteur, il sait déjà tout ça. Oui. Il sait très bien, et donc les risques de surdosage sont tout simplement inexistants. Mais toutefois, le danger, évidemment, c'est la dépendance. Brice Lepoutre, c'est celle qui fait tomber les fumeurs dans la dépendance au tabac, et c'est celle qui peut potentiellement les faire retomber dans le tabac une fois qu'ils ont goûté la vapoteuse, si elle ne correspond pas à leurs besoins. Et c'est là que c'est un marché sur lequel il faut avancer avec de bons conseils, j'imagine. On ne va pas vers n'importe quel type de matériel selon son profil de fumeur, au risque d'être dégoûté ou que ça ne parvienne pas à ses fins et de retomber dans la cigarette, n'est-ce pas ? Tout à fait. Tout à fait. Le choix d'une cigarette électronique, c'est déjà, il faut la volonté d'y passer. C'est un produit qui, en effet, est fait pour les fumeurs de tabac. C'est un produit éventuellement que j'ai déjà vu utilisé par des personnes qui étaient d'anciens fumeurs de tabac, mais qui Oui. sentaient qu'ils allaient replonger dans le tabac. Ils se sont dit, plutôt que de replonger, je vais utiliser une cigarette électronique. Oui. Et c'est un produit qu'il faut adopter. J'aime beaucoup le rappeler, il n'y a pas de cigarette électronique universelle. Ça ne marche pas. Oui. Il y avait eu l'étude de Bulen qui justement était faite pour tester l'efficacité à l'arrêt du tabac Oui. de la cigarette électronique. On donnait à tout le monde la même cigarette électronique, le même dosage, le même liquide. Résultat, 15% de réussite à l'arrêt du tabac. Bon, les médias avaient dit c'est bien, ça fait aussi bien que les patchs. Sauf que la réalité du terrain n'est pas du tout ça. Et le professeur Farsalinos a fait dernièrement une étude où, au contraire, il a encouragé les gens à choisir le matériel qu'ils voulaient. Il fallait rechercher quel était ce que j'aime appeler son Graal Absolument. au niveau cigarette électronique. Et là, on se retrouvait avec un chiffre, je crois, de mémoire de 70% de réussite à l'arrêt du tabac. D'accord. Donc il faut vraiment, c'est pas parce qu'une cigarette électronique ne vous a pas plu, si vous étiez un fumeur de tabac, vous vous êtes dit tiens je vais essayer d'arrêter avec une cigarette électronique, j'aime pas, je vais retourner au tabac. Il faut chercher quelle cigarette électronique correspond à ses besoins, à ses envies. Le docteur Farsalino, c'est un peu l'avocat international de la cigarette électronique. Il est chercheur au centre de chirurgie cardiaque Onassis à Athènes et il a mené un certain nombre d'études sur ce sujet, c'est ça ? C'est lui qui aujourd'hui a mené le plus grand nombre d'études sur le sujet. Il l'a trouvé rapidement fascinant. Il a vu que c'était un sujet où on manquait d'études et c'est les premières études qu'il a menées l'ont surprise. Il avait mené des études justement sur le cœur parce qu'on pensait que la nicotine accélérait le rythme cardiaque. Absolument. Et il s'est aperçu qu'avec la cigarette électronique, non. Et ça l'a intrigué et de plus en plus, il a fait de nombreuses études et aujourd'hui, on lui doit de nombreuses études sur le sujet. Alors, la cigarette électronique, qu'en dit la loi, qu'en dit le législateur, la réglementation européenne ? J'aimerais qu'on en dise un mot parce que, Brice Lepoutre, vous parliez à l'instant du Graal que chaque fumeur qui souhaiterait arrêter le tabac doit pouvoir trouver pour passer de la dépendance à la cigarette à une consommation différente de la nicotine grâce à la cigarette électronique. La directive des produits du tabac risque de ne pas vraiment leur laisser le choix, puisque les petits réservoirs, les petits récipients dans lesquels on met le liquide devraient désormais être scellés, fabriqués d'un bloc en usine, donc on ne peut plus choisir le liquide que l'on met dedans, ou les dosages de nicotine seront eux aussi limités, les obligations de diffusion de la nicotine sont particulières, ne correspondent peut-être pas aux batteries, aux atomiseurs qui sont vendus sur le marché aujourd'hui, ou ne correspondent pas. Je pense que c'est catégorique. Gérard Materne, qu'est-ce qu'il faut en penser de cette directive des produits du tabac ? Moi, je suis inquiet. Je pense que Brice Lepoutre l'est également. Et on a un lobbying à mener là-dessus. Et aussi, tout ce qui va éloigner les gens de la nicotine non dangereuse, c'est-à-dire nicotine qui n'est pas dans la cigarette. Tout ce qui va éloigner les gens de ces dispositifs-là sera préjudiciable à la santé publique. Je pèse mes mots, hein. Il faut s'éloigner de la fumée de tabac. Si on réglemente trop, si on interdit trop autour de la cigarette électronique, on va rejeter les gens vers le tabac. Lorsque on interdit, par exemple dans une entreprise, à vapoter près de la machine à café, les vapoteurs vont descendre en bas de l'immeuble, vont retrouver leurs amis fumeurs et vont retomber dans le tabac inévitablement. Sachant
les dégâts font le tabac, je dirais que mener des mesures de ce type-là, d'interdiction, de limitation à l'accès, etc., peut paraître un peu criminel. Parce que on va laisser les gens ou faciliter le retour des gens vers le tabac. Et ça, il ne faut absolument pas. Donc je crains beaucoup de ces mesures coercitives, de ces interdictions à répétition qui vont à l'encontre de la santé publique. Je le dis très clairement. Jacques Le Ouezec, on a l'impression, à la lecture de ce qui attend les vapoteurs, grâce à la directive des produits du tabac, de retrouver exactement les produits qui aujourd'hui font leur apparition chez les buralistes, des produits que l'on appelle des cigalikes, c'est-à-dire des cigarettes électroniques aux proportions qui ressemblent à une cigarette de tabac, à cartouches jetables, etc., et qui sont surtout, et par-dessus tout, dessinées, produites, vendues par l'industrie du tabac. Qu'est-ce qu'il faut en penser ? Il faut en penser tout simplement que les lobbies du tabac ont été suffisamment forts et suffisamment puissants pour tenir la main des députés européens pour écrire la directive européenne, parce que si on prend la directive telle qu'elle est et qu'on l'applique telle qu'elle est, les seuls produits qui vont rester sur le marché après la mise en place de la directive, ce sont ces fameuses cigalikes, ces fausses clopes, comme je les appelle, qui ont été développés par l'industrie du tabac pour quelque part casser justement le marché de la cigarette électronique et en faisant en sorte que ces cigarettes ne soient pas efficaces et que justement ça leur permette de garder les fumeurs dans leur giron. Et c'est ça le problème. Et malheureusement, tant au niveau de la Commission européenne qu'au niveau de l'OMS, qu'au niveau même du gouvernement français, les scientifiques n'ont pas été écoutés. J'ai fait partie d'un groupe de scientifiques qui avons écrit à la Commission européenne et à l'OMS, avec le professeur Farsalinos, avec qui je réalise une étude en ce moment en France. Oui. Jamais nos commentaires et nos critiques n'ont été pris au sérieux. Et malheureusement, c'est exactement comme ce que l'on voit de temps en temps sortir en ce moment dans la presse, des études qui incriminent la cigarette électronique. Elles sont conduites par des gens qui ne connaissent pas le produit. Et de la même manière, les politiques ne connaissent pas le produit et ont écrit un texte, je l'ai encore relu cet après-midi, qui est totalement incompréhensible et donc inapplicable. Brice Lepoutre, je rappelle que l'on parle aujourd'hui de la cigarette électronique, elle est un peu au banc d'essai du débat du soir avec mes invités Jacques Le Ouezec, Gérard Materne et vous, Brice Lepoutre, président de l'association EDUS, une association d'utilisateurs de la cigarette électronique. Comment vous voyez, de quel œil vous voyez l'arrivée chez les buralistes, un réseau énorme de ces cigalikes? Est-ce qu'ils sont un encouragement pour le fumeur du retrait du tabac ou... Non, pas du tout, parce que ces cigarettes électroniques qu'ils distribuent sont des cigarettes électroniques de première génération. C'est là-dessus que j'ai commencé à vapoter il y a 8 ans. Et à l'époque, il fallait en vouloir pour arrêter de fumer. Ça vous a aidé à arrêter quand même? J'ai arrêté de fumer à l'époque avec ça, mais il fallait être très motivé parce que les cartouches scellées, ça marche pas, ça ne diffuse pas assez de liquide sur l'atomiseur, donc c'est pas assez fort. Donc on démontait tout à l'époque, on pressait les bourres pour en extraire le liquide, pour essayer de les mettre directement sur la résistance. C'était énormément de bricolage, et si on voulait les prendre telles quelles, et elles n'étaient pas scellées au point qu'elles le sont aujourd'hui, c'est des cigarettes électroniques complètement inefficaces. Et l'intérêt, comme le disait Jacques Le Ouezec, pour moi, est de dégoûter le fumeur de tabac qui voudrait passer à la cigarette électronique. C'est un prix d'appel en plus assez intéressant. C'est sur le comptoir, c'est à 9-10 euros, 20 euros peut-être pour les dernières sorties. On se dit, tiens, je vais essayer. C'est vraiment pas bon, je vais retourner à mon bon vieux tabac. Et alors, c'est peut-être pas là-dessus les buralistes qui sont en cause, mais l'industrie du tabac, elle, qu'est-ce qu'elle vend aujourd'hui? C'est de la fleur de tabac. Son fonds de commerce, c'est la fleur de tabac. Dans la cigarette électronique, il n'y a pas de fleur de tabac. Donc, ils ont tout intérêt à décrédibiliser la cigarette électronique pour pouvoir continuer leur commerce de fleurs de tabac. Est-ce que, Gérard Materne, cela peut devenir un encouragement à la double consommation, à devenir ce qu'on appelle un vapofumeur, une consommation en parallèle de la cigarette de tabac lorsqu'on est dehors, entre amis, en terrasse d'un café, et la consommation de ces substituts dans les lieux non fumeurs?
Oui, hélas, oui, bien sûr. Moi, je partage complètement l'avis de mes deux collègues. L'industrie du tabac est très forte, a beaucoup de moyens, beaucoup d'argent, et peut se payer les plus grands spécialistes de marketing dans le monde. Donc, ils ont entrepris les bons moyens et peut-être mis les bons chèques au bon endroit. Mais à l'évidence, ils veulent absolument détourner le marché de la cigarette électronique à leur profit. Parce que pour la première fois, ils ont vu leur chiffre d'affaires global diminuer du fait de la cigarette électronique. Donc les vapoteurs sont devenus leurs ennemis et il faut vite rapatrier ces troupes dans le rang des fumeurs. Est-ce que la stratégie c'est de dégoûter les fumeurs, de les rendre addicts à ces seuls produits ? Tout à fait. Lorsque vous employez un moyen pour vous arrêter de fumer et que ce moyen est mal utilisé, vous dites ça marche pas. Bien. Lorsque vous utilisez une cigarette électronique de première génération pour vous arrêter de fumer, que ça ne peut pas marcher comme c'est vraiment bien Brice Le Pout tout à l'heure, ça peut pas marcher comme ça, eh bien on dit ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas, et je retourne à mon tabac. Donc on est dans un problème là de lobbying, de bagarre, de lutte, de guerre, entre ces différents belligérants. Mais alors est-ce que quand même, Brice, Gérard Materne, pardon, est-ce que ça peut guider le fumeur vers des boutiques de vape en fait, et de matériel plus élaboré justement? Je ne sais pas, mais je l'espère. Je l'espère. Vous parliez de la double pratique. Ces gens qui fument et qui vapotent. Il faut savoir que le tabagisme, même à 3 cigarettes par jour, est une pratique dangereuse. Parce qu'on multiplie par un facteur de 2 ou 3 le risque de faire des maladies respiratoires, de cancer du poumon et des maladies cardiovasculaires. Donc, moi, ce que je dis partout, quand j'ai l'occasion de le dire ou de l'écrire, il faut absolument substituer totalement le tabac par la cigarette électronique. Totalement. C'est-à-dire à ce qu'on soit mono-actif sur la cigarette électronique. Parce que même le petit tabagisme est dangereux. Et on peut enfermer les gens dans une fausse sécurité. Donc on leur dit, vous en fumez que 3 par jour, c'est pas grave. Si. Il faut absolument qu'ils passent complètement à la vapeur. Et ces petits instruments dont vous parliez tout à l'heure vont les dissuader de quitter complètement le tabac. Et ces petits instruments, parce que Gérard Materne, on va marquer une très très courte pause, je sais que vous devez nous laisser en plus, est-ce que ces instruments peuvent provoquer l'entrée dans le tabac d'un public plus jeune, attiré par leur packaging? On va marquer une très très courte pause de quelques secondes, je vous rends la parole, on continue le débat dans un instant au sujet de la cigarette électronique. 01 56 56 44 00, à tout de suite. Le débat 01 56 56 44 00. Radio Notre-Dame a besoin de vous. Vous êtes nombreux à nous écouter et à nous soutenir. Mais savez-vous qu'il y a encore un pratiquant sur 2 qui ne nous connaît pas ? Aidez-nous à faire rayonner votre radio et rejoignez notre équipe de bénévoles pour nous aider à distribuer nos programmes dans vos paroisses et devenez ainsi notre correspondant sur le terrain. Pour cela, rien de plus simple. Contactez-nous par mail à contact@radionotre-dame.com ou par téléphone au 01 56 56 44 44. Sans vous, Radio Notre-Dame ne pourrait exister. Alors par avance, merci. À l'œil du prince, Christophe Maury. À l'œil du prince, cette semaine, je reçois Pierre Barillet de l'immense duo Barillet-Grédy, parce que L'Or et la Paille, cette pièce écrite en 1956, est jouée actuellement au Théâtre du Rond-Point. C'est un événement et c'est une merveilleuse comédie. On en reparle à l'œil du prince. À l'œil du prince avec Christophe Maury, tous les vendredis à 11h30 et 20h sur Radio Notre-Dame. Chaque semaine, Thierry Georges vous emmène en voyage à l'autre bout du monde. À la découverte d'une ville, de sa culture et de ceux qui y vivent. Suivez le guide tous les dimanches à 11h sur Radio Notre-Dame. Et Dieu dans tout ça, James Combépine. Je vous donne rendez-vous à 20h le lundi 13 avril au Collège des Bernardins pour l'enregistrement des Dieux dans tout ça, en compagnie de Maria Novak. Maria Novak est économiste, elle est spécialiste du microcrédit et présidente fondatrice de l'Association pour le droit à l'initiative économique. Mathieu Dardaillan a 25 ans. Il a fondé le mouvement Ticket for Change, un mouvement pour susciter des vocations d'entrepreneurs du changement. Et Emmanuel Delutzel est vice-président social business de BNP Paribas, une branche de la banque qui investit dans des entreprises solidaires. Pour assister à l'émission et dialoguer avec nos invités, vous pouvez réserver vos places par internet à l'adresse collège-des-bernardins.fr ou par téléphone au 01 53 10 74 44.
Le débat, Alexandre Meyer. Le débat continue. Quels sont les risques de la vape au quotidien? Quels sont les dangers que représente la cigarette électronique? On fait le point avec mes invités. Brice Lepoutre, président de l'association EDUS, une association indépendante des utilisateurs de cigarettes électroniques, la seule d'ailleurs, à ce jour. Combien d'adhérents? On est grosso modo 3000 inscrits. 3000 inscrits. Plus, et vous vous appuyez sur des sites internet, des blogs, des forums? Tout à fait, on est présent beaucoup sur internet. Et là, beaucoup de visiteurs? Oui, au niveau de sympathisants, par exemple, la dernière pétition qu'on avait lancée, bon là on en a une autre qui est en cours, mais la dernière pétition qu'on avait lancée avait recueilli 45 000 signatures. 45 000 signatures pour près de 2 millions aujourd'hui, entre 1,5 million et 2 millions de vapoteurs réguliers français. Jacques Le Ouezec, consultant en santé publique et dépendance tabagique, est également avec nous. Et Gérard Materne, à qui je rends la parole tout de suite, pneumologue, tabacologue. Son ouvrage « La vérité sur la cigarette électronique » apparu chez Fayard en 2013, coécrit avec le professeur Jean-François Ether. Gérard Materne. Oui, je voudrais insister sur quelque chose que vous avez évoqué tout à l'heure, c'est l'entrée dans le tabagisme des jeunes par la cigarette électronique. C'est un problème qui nous est avancé en permanence par certaines associations ou certains corps constitués. En fait, c'est un pur fantasme parce que toutes les études que l'on a actuellement à notre disposition, j'en ai vu une quinzaine, montrent strictement le contraire. C'est-à-dire que les jeunes n'ont pas rentré dans le tabagisme avec la cigarette électronique pour des tas de raisons. La première, c'est que la cinétique, c'est-à-dire la vitesse de pénétration de la nicotine dans le cerveau, n'est pas du tout la même. Deuxièmement, les jeunes ne sont pas intéressés par des choses qui ne sont pas interdites et pas dangereuses. Alors si on interdit la cigarette électronique, oui, ça risque peut-être de les exciter un peu, mais toutes les constatations qu'on a pu faire, les études qu'on a pu mener aux États-Unis, en Angleterre, etc., montrent le contraire. C'est-à-dire que les jeunes ne sont pas intéressés. Les seuls jeunes qui vapotent quotidiennement sont des jeunes qui sont passés du tabac à la cigarette électronique. Oui. Mais l'entrée dans le tabagisme jusque-là reste quand même de l'ordre du fantasme. Merci beaucoup d'avoir participé, Gérard Materne, à cette émission avec nous. Merci. Les jeunes ne risquent peut-être pas d'entrer dans le tabagisme, mais néanmoins, peut-être sont-ils désireux d'entrer dans cette grande communauté des vapoteurs sur lesquels vous vous êtes penchés. Juliette Loiseau, on parle de la cigarette électronique pour des raisons sanitaires, comme d'un moindre mal contre le fléau du tabac, mais plus qu'une alternative à la cigarette, la vape n'est-elle pas devenue un véritable phénomène culturel? Mais oui, parce qu'en quelques années, la vape est passée d'une pratique ridicule où l'on fumait à un barreau de chaise à une pratique emblématique du 21e siècle. Le prestigieux Oxford Dictionary a même fait de vapoter le mot de l'année 2014, justifiant la nécessité de distinguer cette activité du simple fait de fumer. La vape est désormais un phénomène à part entière. Des artisans œuvrent à la conception de nouveaux modèles, de nouveaux liquides et de nouvelles saveurs. Des boutiques ont fleuri un peu partout avec des allures d'Apple Store, classe et high-tech. Les vapoteurs fonctionnent comme une véritable communauté. On discute avec les vendeurs, entre consommateurs, de nouveaux produits, de nouvelles batteries. On s'échange des conseils dans les boutiques ou dans les nombreux salons consacrés à la vape. Acheter sa cigarette électronique, c'est désormais plus hype que de passer au bureau de tabac. Les passionnés passent des heures à configurer leur engin, une batterie plutôt qu'une autre, cet atomiseur et pas un autre, comme certains le feraient avec une vieille bécane. Le monde du cinéma se laisse aussi séduire par le phénomène. Là où c'était cool de griller une cigarette, la vape l'est tout autant. Johnny Depp est le premier acteur à vapoter dans un film, The Tourist, en 2010. Francis Underwood troque lui aussi son vieux tabac pour une cigarette électronique dans la saison 2 de House of Cards. Et même Leonardo DiCaprio s'affiche de façon nonchalante aux Golden Globes en vapotant. Les réalisateurs s'intéressent aussi à ce produit culturel. Yann Kounen, à qui l'on doit Doberman ou encore 99 francs, prépare un documentaire, Vapwave, avec pour ambition d'être le premier film sur l'incroyable phénomène mondial qu'est la cigarette électronique à la découverte de cette révolution culturelle, selon son communiqué. Le phénomène se décline à l'infini, mais comme n'importe quel phénomène de mode, il a ses opposants et ses détracteurs. La marque à la pomme n'a jamais eu que des adeptes. Merci beaucoup Juliette. Qu'est-ce que vous en pensez, Brice Lepoutre, de cette communauté des vapeurs? Il faut quand même noter que si Francis Underwood, le président, enfin peut-être le deviendra-t-il, je ne trahirai pas le secret, comme il est méchant, il revient à la clope. Et il n'est pas le seul. Et on peut dire aussi que Yann Kounen est le premier cinéaste à s'être fait tirer le portrait par la célèbre compagnie au portrait noir et blanc avec une cigarette électronique.
Je ne sais pas si vous étiez au courant. Tout à fait, tout à fait. Ouais. Tout à fait. J'ai rencontré Yann plusieurs fois justement au D'accord. sujet de son futur projet qui va être très intéressant. Ça avance bien ? Ça avance bien. Bon. Qu'est-ce que vous en pensez de cette communauté des vapeurs ? Cette communauté des vapoteurs, elle est très importante. J'en suis moi-même issu parce que avant d'être président de l'AIDUS, je le suis toujours, fondateur et administrateur du plus gros forum de cigarettes électroniques, oui. Qui compte aujourd'hui 1 million de visiteurs par mois. C'est lequel ? Forumiscigarette.com. D'accord. Et AIDUS, justement, à l'origine, on l'a fondé avec l'autre administrateur de l'autre forum sur la cigarette électronique à l'époque. On n'était que 2, e-cigarettes publiques. Et donc, c'est important parce que c'est par le web que la cigarette électronique est arrivée, que les consommateurs se sont appropriés le produit parce que rien n'était fait pour qu'on se l'approprie. On lisait énormément de critiques, de la désinformation pullulait partout. Hein. On confondait le propylène glycol et l'éthylène glycol. L'éthylène glycol est toxique. Oui. Et c'est toute cette communauté qui a œuvré pour que aujourd'hui la cigarette électronique prenne son envol, devienne un matériel plus facile à utiliser, plus performant. C'était les utilisateurs eux-mêmes qui conseillaient les fabricants, les usines de fabrication jusqu'en Chine, oui. pour leur dire quoi changer pour que ça soit plus efficace, pour que ça marche mieux. Donc c'est vraiment un produit que les utilisateurs et que la communauté d'utilisateurs s'est approprié à travers le web et on a fait qu'aujourd'hui 2 millions de personnes l'utilisent ouais. quotidiennement, alors qu'en 2008 on devait être 500 personnes à l'utiliser. Et ce qui est impressionnant, c'est le nombre de revues, de tests de matériel qui attire un nombre de spectateurs absolument impressionnant aux États-Unis, en Europe ou ailleurs, et la manière très rigoureuse avec laquelle les utilisateurs exigent, par exemple d'une batterie, puisqu'il en faut une, qu'elle soit protégée, qu'elle soit électronique, qu'elle vous renseigne comme celle que vous avez par exemple sur le nombre de watts, l'autonomie, etc., ou que le matériel de ces cliromiseurs ou de ces tanks soit en acier. Ça, qu'est-ce que c'est ? De l'acier chirurgical par exemple ? Il y a énormément de matières différentes qui sont utilisées. Après, c'est pareil, c'est selon les goûts de chacun. Oui. Mais du moins, chaque atomiseur a des composés différents oui. Qui varient en fonction des goûts, mais pour que tout le monde justement réussisse à trouver ses goûts. Mais c'est vrai que toute la sécurité et tout le produit est poussé par le consommateur, parce que déjà le vendeur y aperçoit son intérêt en se disant le produit sera plus performant, et surtout parce que si le produit ne devient plus intéressant pour le consommateur, mais il en vendra plus. Oui. Donc il est, par exemple, là sur ce modèle que je tiens, oui. Le constructeur a écouté les consommateurs, et par exemple si la batterie chauffe à plus de 70 degrés, elle estime qu'il y a un risque d'explosion, donc oui. du moins le risque d'explosion est beaucoup au-delà, mais à 70 degrés c'est une bonne marge de manœuvre pour eux. Il y a un coupe-circuit qui fait qu'elle arrête de fonctionner. Donc oui. plus de risque d'explosion, comme on l'avait vu une fois dans la presse, ça avait fait la une, dès qu'il arrive quelque chose sur la cigarette électronique, ça fait la une de la presse. La dame avait laissé sa batterie dans ses poches avec ses clés, comme toute pile, parce que c'est une vulgaire pile. Oui. Si les deux clés font plus et moins, ça fait un court-circuit et ça explose. À la différence des téléphones portables, par exemple, d'une certaine marque qu'on ne citera pas, qui eux n'ont pas ce système de verrouillage. Et aujourd'hui, vous parliez tout à l'heure des dernières études justement qui étaient faites pour faire le sensationnel, que d'ailleurs c'est très marrant là-dessus, je rebondis là-dessus. AIDUS a également une filiale en Belgique, et en Belgique nous avons un excusez-moi, je communauté. Non, on a un comité déontologique de la presse, et AIDUS Belgique a porté devant le comité déontologique de la presse toutes ces dépêches qui ont été reprises. La cigarette électronique est plus dangereuse que le tabac, etc. Et les sociétés de presse qui avaient publié ces études ont été obligées de faire un démenti et de réexpliquer un peu tout parce qu'elles étaient complètement fausses. Mais donc pour éviter, je retourne à mon sujet, pour éviter justement cette surchauffe dans la cigarette électronique de demain, et quand je vous dis demain, c'est d'ici quelques semaines, quelques mois, le composé existe déjà, il y aura un système anti-mèche vide. C'est-à-dire que dès que l'atomiseur va trop chauffer, ça va pareil faire un coupe-circuit dans la batterie qui va arrêter d'alimenter. Bon, parce que là, on tease effectivement de tout vapoteur, et je vais poser la question à Jacques Le Ouézec, et puis bien sûr lui demander sa réaction sur cette communauté des vapeurs. C'est le tirage à vide, c'est-à-dire que la mèche chauffe sent très bien, c'est un faux problème. C'est un problème fait pour faire les gros titres sensationnalistes. Quand votre mèche est vide, vous le sentez, le goût est absolument dégueulasse, c'est un goût de brûlé. Je comparais, à l'époque on m'interviewait suite à cette étude, je comparais ça à un steak que vous auriez cuit dans votre poêle pendant 20 minutes, le gaz à fond.
Il est immangeable et il est autant cancérigène. Mais c'est là la substance cancérogène, ou en tout cas potentiellement cancérogène de la cigarette électronique, elle est là, Jacques Lewezek. Oui, elle est là, mais quand elle est mal utilisée, effectivement. Il y a eu au mois de janvier une étude américaine qui a fait les gros titres en parlant de concentration de formaldéhyde très importante. Alors d'abord, premièrement, il faut savoir que dans le tabac, le formaldéhyde c'est un seul des toxiques et qu'il y a plus de 70 cancérigènes dans la fumée de tabac. Donc c'est très difficile de résumer l'effet cancérigène à une substance. Et par ailleurs, il a été démontré par justement le docteur Farsalinos qui m'a permis de présenter ces tout derniers résultats qui ne sont pas encore sortis comme publication, mais j'ai eu l'occasion de les présenter à Londres la semaine dernière, où il a repris l'étude américaine en démontrant tout d'abord avec deux systèmes, un qui était bien alimenté en liquide et un plus pauvrement alimenté en liquide, que des vapoteurs eux-mêmes étaient capables de détecter ce qu'on appelle l'effet de dry puff en anglais, de bouffée sèche, de bouffée qui effectivement produit des substances toxiques, dont surtout la chroléine, c'est celle-ci qui est détectée en premier par le vapoteur, et tout vapoteur sait, et ça lui arrive de temps en temps, et il n'inhale jamais ça. Jamais en deuxième, donc, surtout il a quand bien c'est clairement démontré qu'en conditions d'utilisation normale, ce phénomène n'arrive pas. Et par ailleurs, cette pseudo-étude, parce qu'en plus ce n'était même pas une étude mais simplement une lettre dans un journal médical prestigieux, sans beaucoup de détails sur la méthodologie, il a clairement démontré que cette étude était fausse, et que par ailleurs cette étude s'est permis de faire des calculs de risque de cancer suite à ces données, en imaginant qu'un vapoteur allait inhaler ce type de vapeur toute la journée, ce qui est totalement aberrant. Ce qui prouve encore une fois que beaucoup de scientifiques font des études sans connaître le produit. Oui. Que penser alors, pour être très clair, puisqu'il y a encore des pays qui l'interdisent formellement, la cigarette électronique, dont Israël, que le professeur directeur des services de la santé publique de l'État hébreu, Itamar Grotto, puisse estimer qu'elle représente, la cigarette électronique, un véritable danger? Bien, parce que beaucoup de ces gens écoutent aussi l'OMS, qui a pris une position totalement aberrante sur ce phénomène. On parlait tout à l'heure du lobby du tabac, mais il faut savoir qu'il y a d'autres lobbies qui sont derrière et qui ne veulent pas de la cigarette électronique. Il y a tout simplement, il y a aussi l'industrie pharmaceutique qu'on n'a pas cité tout à l'heure, qui a voulu en faire un médicament à Bruxelles au niveau de la Commission européenne, ce qui a été rejeté par les parlementaires. Un médicament, à savoir que pour la mise sur le marché, il fallait un certain nombre d'études, une durée, etc. Tout à fait, et c'est pas seulement ça, c'est qu'une fois que vous avez une autorisation sur le marché, votre produit il évolue plus, parce que ça coûte cher de redéposer une nouvelle demande. Donc ça fige l'évolution. Or la cigarette électronique, elle évolue toutes les semaines, tous les mois. Alors pourquoi? Parce que la diversité. Le fait de la transformer en médicament serait qu'on serait limité à 4-5 arômes. Par ailleurs, il n'y a pas seulement l'industrie pharmaceutique, il y a aussi les gouvernements qui sont dépendants des taxes qu'ils perçoivent sur le tabac. Donc, et on sait très bien en France les liens existants entre Bercy et l'industrie du tabac. Mais taxes sur l'industrie du tabac qui servent à financer les soins, la santé, les coûts de la santé liés aux dégâts causés par le tabac. On pourrait imaginer que la sortie d'un plus grand nombre de gens du tabac donnerait l'envie au gouvernement de surtout pas taxer ces produits. Le coût de la santé du tabagisme est bien supérieur à ce que les taxes rapportent. C'est là aussi le problème. Et il y a une très belle analyse économique qui a été publiée la semaine dernière qui montre clairement que l'État a tout intérêt à ne pas augmenter trop le prix du tabac et donc quelque part à combattre la cigarette électronique puisqu'elle lui fait perdre des revenus. De marché. Par ailleurs, il y a aussi toute une communauté du contrôle du tabac à laquelle j'appartiens et j'ai appartenu, mais avec laquelle j'ai pris mes distances, qui refusent totalement la cigarette électronique parce que leur seul but
actuelle, ce n'est pas de protéger les fumeurs, c'est pas de faire arrêter les gens de fumer, c'est de tuer l'industrie du tabac. Et c'est exactement la position de l'OMS à l'heure actuelle. En effet, c'est ce qu'a rappelé Margaret Chan, qui en est la directrice de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, qui a apporté son soutien au gouvernement qui interdise ou réglemente l'usage de la cigarette électronique. Ne pas fumer est la norme, dit-elle, et les e-cigarettes vont dévoyer cette pensée normale, car elles vont inciter à fumer, en particulier les jeunes, a-t-elle déclaré la semaine dernière, en marge d'une conférence mondiale sur le tabac et la santé. Et tout ça sans aucune preuve scientifique. Oui. Juliette Loiseau, qu'en pensent nos auditeurs ? Ensuite, on va parler du marché de la cigarette électronique. Est-il arrivé à maturation ? Juliette. Eh bien, chez nos auditeurs, on a les adeptes et les opposants à la cigarette électronique. Du côté des adeptes, il y a Jacques, pour qui la cigarette électronique est une excellente alternative au tabac et permet d'arrêter progressivement. Maurice est lui aussi passé à la cigarette électronique et a considérablement diminué sa consommation. Il nous dit qu'il est passé de 1 paquet par jour à 1 paquet par semaine grâce à cette cigarette électronique. Pour Marie, elle réagit vis-à-vis de l'amendement de la loi santé qui veut contrôler la cigarette électronique et elle nous dit le gouvernement perd beaucoup d'argent avec les millions de consommateurs de e-cigarettes qui n'achètent plus de tabac. Il faut bien qu'elle trouve les moyens de les taxer. Mais on a aussi de nombreux opposants. Pour Julien, la cigarette électronique devrait être un produit médical, tout comme le sont les patchs par exemple pour arrêter de fumer. Pour Jean, la nicotine est une addiction comme une autre, que ce soit dans le tabac ou la cigarette électronique, c'est la même chose, c'est une drogue quotidienne. Enfin pour Benjamin, avec la cigarette électronique, tout le monde fume désormais à l'intérieur, dans les bureaux. Et pour les non-fumeurs, c'est aussi désagréable que la fumée de cigarette classique. Oui, mais ça sent meilleur, peut-être, Juliette. Après, ça fait partie du respect. C'est vrai que quand on est dans un lieu fermé, il ne faut pas utiliser des arômes ultra parfumés, très forts pour l'odorat. Il faut quand même se montrer assez respectueux des gens. S'ils nous expriment une certaine gêne, à ce moment-là, on peut utiliser des arômes beaucoup moins forts, garder la vapeur pendant plus longtemps dans ses poumons pour moins en recracher. Et vous parliez de la loi santé, justement, et oui. La loi santé prévu 2 amendements qui sont plutôt très mauvais pour la cigarette électronique. Oui. Il y a l'interdiction de vapoter dans les lieux publics qui va être très dangereux parce qu'en fait la nicotine dans la cigarette électronique n'agit sur le cerveau que pour une durée de 15-20 minutes. Celle du tabac agit pendant 1 heure. C'est pour ça qu'on remarque dans les entreprises par exemple que tous les fumeurs partent en même temps en pause au bout d'1 heure pour recharger en nicotine et qu'on a l'impression que le vapoteur est toujours en train d'utiliser sa cigarette électronique parce qu'en fait le vapoteur va l'utiliser 3-4 lattes, va la reposer et un quart d'heure après il va la reprendre. Il va prendre beaucoup moins de lattes mais plus proche en temps. Il est rare qu'il vapote pendant 6-7 minutes d'affilée, le temps d'une cigarette normale. Et d'ailleurs, le nombre de bouffées par jour, c'est combien ? On a une idée ? Une cinquantaine ? Ça varie énormément d'un vapoteur à l'autre. Mais le gros danger de l'interdiction de vaper dans les lieux publics, et on l'a déjà constaté parmi nos adhérents où il y a des sociétés qui ont interdit la vape sur le lieu de travail, c'est qu'il y a énormément de rechutes vers le tabac parce que du coup, la personne ne peut pas, du moins je connais très peu de patrons qui autorisent de faire des pauses tous les quarts d'heure. Et donc du coup, vu qu'il n'a pas la nicotine suffisante, il va replonger dans le tabac. Soit c'est le sevrage définitif, soit c'est la retombée dans quelque chose qui donne plus de nicotine. Malheureusement, dans les adhérents que j'ai vus, c'est plutôt la tombée dans le tabac plutôt que l'abstinence totale. C'est ce qui peut expliquer d'ailleurs ce marché qui semble parvenir à saturation. On compte 2500 magasins pour 18 000, 20 000 bureaux de tabac, je crois, à peu près. Bureaux de tabac, je ne sais pas. Les ventes qui ont certes reculé, mais de tabac, bien sûr, mais dans le même temps, on voyait disparaître un certain nombre de boutiques de vape, de produits de cigarettes électroniques. Si en 2013, c'était 7 ouvertures de boutiques pour 1 fermeture, en 2014, c'est l'inverse. 1 ouverture pour 7 fermetures. Pourquoi, Brice Lepoutre? Pourquoi il y a plusieurs raisons à cela. Il y a déjà que il y a beaucoup de gens qui sont lancés dans le marché en voyant une bonne opportunité de faire des bonnes marges et qui n'y connaissaient rien aux produits et qui se sont vite aperçus qu'il y avait personne qui venait chez eux parce qu'ils n'étaient pas capables de bien conseiller les vapoteurs, d'avoir le matériel adéquat aux besoins des vapoteurs et il y a aussi qu'on est actuellement dans une période de peur. Les médias nous rabâchent
un nombre incalculable de peurs sur la cigarette électronique, sur les formaldéhydes, sur les acroléines, sur la nicotine. Les gouvernements, pareil, nous rabâchent cette peur d'interdiction dans les lieux publics. Beaucoup de gens se disent à quoi ça sert que je me mette si je vais devoir reprendre le tabac dans un mois. Et du coup, le marché est en flottaison aujourd'hui. Et il n'est plus exponentiel comme il l'était avant. D'accord. Et beaucoup de shops ont investi en pensant qu'il allait continuer à rester exponentiel. Tant que les peurs ne seront pas balayées, le marché aura du mal à évoluer. Jacques Le Ouezec ? Oui, moi je voudrais surtout vous raconter une anecdote pour montrer l'hypocrisie qui entoure la cigarette électronique. J'ai été contacté hier par un jeune vapoteur de 17 ans, donc un adolescent, mineur, mais qui a 2 parents fumeurs, qui s'est mis récemment à la vape, et ses parents fumeurs ont décidé que c'était plus dangereux que la cigarette, et donc lui ont confisqué son matériel. Il m'a appelé, il m'a envoyé un message hier désespéré en disant qu'est-ce que je peux faire, et ça faisait 3 jours qu'il était sans sa cigarette électronique. Donc j'attends impatiemment que ses parents m'appellent. Je lui ai donné mon numéro de téléphone pour essayer de leur expliquer, mais vous voyez que même chez les fumeurs, ce message de danger qui est répercuté par la presse à longueur de une a remis la cigarette électronique à l'écart. Et le but de la cigarette électronique, c'est justement de faire en sorte d'agréger le plus possible de fumeurs et de les convertir à la cigarette électronique pour leur sauver la vie. Et des cas comme ça, on en a des dizaines, nous, qui nous arrivent régulièrement. Pour compléter ce que disait Jacques Le Ouezec, on a par exemple eu des cas d'un gynécologue qui a conseillé à une femme enceinte qui était fumeuse de tabac, qui est passée à la cigarette électronique quand elle s'est aperçue qu'elle est devenue enceinte, et qui lui a dit de reprendre le tabac parce que la cigarette électronique était plus dangereuse que le tabac. D'accord. Pour son fœtus. Et pour répondre clairement à cette question-là, en plus de la discussion qu'on a depuis près d'1 heure ensemble, Jacques Le Ouezec, depuis que la cigarette électronique existe, ça va faire combien, 10 ans, 15 ans, 8 ans sur le marché français. Voilà. En 8 ans, combien de morts liées au tabac, combien de morts liées à la cigarette électronique ? Ah, bien, c'est la bonne question, effectivement. Le tabac, c'est 200 morts par jour, c'est plus de 70 000 par an. Et pour l'instant, la cigarette électronique, à ma connaissance, n'a fait aucun mort. D'accord. Brice Lepoutre. Il y a un autre point que vous n'avez pas perdu de membres des blogs? Non, malheureusement, on a perdu des membres parce qu'ils ont découvert la cigarette électronique trop tard. Ouais. Et malheureusement, l'année dernière, nous avons perdu 4 amis parce que, comme vous disiez, la vape, c'est une communauté, on se soutient tous, on est tous en train de s'entraider, et ces personnes ont connu la cigarette électronique alors qu'elles étaient déjà atteintes de maladies, et malheureusement pour eux, c'était trop tard. Pour certains, leur médecin leur avait dit, si vous aviez découvert la cigarette électronique avant, ça vous aurait peut-être sorti d'affaire. Heureusement, d'autres de nos membres ont découvert à temps et sont heureux de voir les effets bénéfiques sur leur corps alors qu'ils étaient dans des débuts de maladies graves, se retrouvent aujourd'hui sans ces maladies. Mais oui, la vape aujourd'hui, c'est 0 mort de la vape. Avant que l'on parle de ce que coûte la vape, pour répondre à l'une des questions des auditeurs, Juliette, la nocivité, plutôt les bienfaits sur la vie quotidienne par rapport au tabac, Jacques Le Ouezec, au niveau du souffle par exemple, au niveau de la peau, de tous les désagréments que pouvait causer la cigarette. Qu'en est-il avec ces vaporisateurs? Qu'en est-il avec le e-liquide, comme on l'appelle? C'est exactement la même chose que lorsqu'on arrête de fumer du jour au lendemain, puisque la substance toxique, c'est la fumée inhalée, c'est le monoxyde de carbone, c'est des gaz irritants, tout ça. Donc plus d'effet sur le système cardiovasculaire, plus d'effet sur le système pulmonaire. On retrouve très vite le goût et l'odorat, et c'est bien pour ça qu'il y a une myriade d'arômes dans les liquides, parce que c'est un moyen d'entretenir le plaisir du vapoteur. Il découvre un nouveau plaisir. Oui. En plus d'avoir sa dose de nicotine, il se rend compte qu'il peut l'avoir avec des goûts différents, changer de goût au cours de la journée. Donc c'est extrêmement
extraordinaire. Au passage, puisqu'on parle des arômes, Brice Lepoutre, je me suis rendu compte en regardant les notices de la plupart des fabricants que c'était les mêmes que l'on retrouvait sur les paquets de gâteaux, y compris dans certains magasins, les vaporisateurs d'odeur à l'entrée des boulangeries, c'est exactement ce qu'on met dans les liquides. Ce sont des arômes alimentaires, oui, qui sont des plus classiques, qui sont un peu plus complexifiés parce qu'aujourd'hui, le vapoteur recherche ce qu'on appelle un peu du high-end, c'est-à-dire vraiment du haut level. Le vapoteur ne veut plus se contenter d'une fraise. Il veut un mélange de saveurs. Il veut que dans sa bouche, c'est comme on parle de vapologie, c'est parce qu'en fait, ça se compare à l'onologie. Il veut d'abord avoir un goût de fraise, après de vanille, après il veut... C'est ce qu'on appelle les produits gourmands, hein, c'est ça. Voilà, mais c'est pareil pour les arômes tabac ou pour les arômes mentholés. Il veut vraiment quelque chose qui lui fasse des sensations différentes dans le palais et qui soit vraiment très très agréable. Donc c'est un mélange d'arômes. Mais c'est pas donné et c'est à se demander si ces produits-là ne sont pas taxés. Juliette. Oui, c'était la question de Marie. Elle nous disait le gouvernement perd beaucoup d'argent avec les millions de consommateurs de e-cigarettes qui quittent le tabac et qui donc ne participent plus à la taxe sur le tabac. Et elle nous disait il va bien falloir que le gouvernement trouve un moyen de taxer ces e-cigarettes. On a envie de dire surtout pas, pourvu qu'ils trouvent de l'argent ailleurs. Mais comment se fait-il que 5, 10, 20 millilitres de ces liquides qui donc sont consommés en quelques jours, une semaine peut-être, coûte si cher? Ça va jusqu'à une bonne question. 20, 30 euros parfois. Il y a la recherche et le développement, c'est vrai, qui fait cela, mais la matière première ne justifie absolument pas ces prix. Pour vous illustrer, personnellement, je m'approvisionne dans le commerce, comme tout le monde, et je vape pour 30 euros par an. J'achète mon liquide en base neutre au litre, et je rajoute juste des arômes. Que j'achète à part et ça me revient 30 euros par an. Les arômes, vous les achetez où? Sur différents sites internet, ça se trouve aussi en boutique physique, mais c'est vrai que le prix du liquide tout fait en 10 millilitres, on le compare souvent dans la communauté des vapoteurs en rigolant, c'est plus cher aujourd'hui qu'un litre de liquide tout fait, c'est plus cher qu'un litre de Chanel numéro 5 par exemple. On est vraiment sur un produit où on se dit waouh, au litre ça revient super cher. Vous parliez d'œnologie, un bon liquide développé par des grandes maisons, c'est le prix d'une bouteille de vin, d'une bonne bouteille de vin quand même. C'est le prix d'une bonne bouteille de vin, c'est tout à fait cela. Jacques Lewezek, qu'est-ce qu'il faut en penser? Je pense que ça pourra aussi s'atténuer avec l'augmentation du nombre de vapoteurs. Je pense que plus il y en aura, plus on arrivera à convaincre de fumeurs de passer, plus il y aura de compétition entre les différents acteurs, les différents fabricants, et ça sera bénéfique pour tout le monde. Je rappelle tout de même que la vape revient beaucoup moins cher que le tabac. Et que le critère numéro 1 pour arrêter de fumer, chez les vapoteurs en tout cas, c'est l'économie d'argent. Et l'on se débarrasse de cette épée de Damoclès suspendue au-dessus de la tête du fumeur de tabac. Vous serez d'accord avec moi, Jacques Lewezek? Tout à fait. À découvrir ces petits cahiers que vous produisez, l'Edus, Brice Lepoutre. Il paraît que ce sont les idées reçues sur la cigarette électronique disponibles gratuitement sur votre site internet edus.fr. Merci à tous les deux. Merci Brice Lepoutre. Merci Jacques Lewezek, dont on recommande le site www.treattobacco.net.